une forme de travail qui bénéficie à l'ensemble de la collectivité. Alors qu'on sait aussi que c'est difficile parfois d'obtenir du travail à un certain âge, eh bien, nous pensons qu'il faut s'arrêter à l'âge de 55 ans. Mais est-ce que pas une chasse aux chômeurs, en quelque sorte, cette limitation? Non, je ne pense pas. Je pense que le chômage a perdu de notions essentielles au cours de ces dernières décennies. Il faut absolument lui donner une logique assurantielle qui permet une protection la plus optimale et la plus large possible lorsqu'un accident de carrière intervient. Je pense que personne n'est à l'abri. Il faut également lui donner une logique d'activation en incitant plus fortement le chercheur d'emploi à se tourner vers des mécanismes d'insertion. Et ça permettra également à des organismes de formation tels que le Forum ou Actiris de se concentrer vers le demandeur d'emploi qui est le plus proche du travail. Et on sait tous à quel point c'est important que plus l'accompagnement est rapide et plus de chances, évidemment, le demandeur d'emploi de retrouver un travail rapidement. Daniel, vous allez nous parler de plus en plus sur la solidarité efficace et la revalorisation du travail. Alors, je pense que nous devons toujours assurer la possibilité pour chaque personne de vivre dans la dignité et de faire face à ses besoins essentiels. Et pour cela, nous proposons de remplacer toute une série d'aides et d'allocations par un système différent, une allocation de remplacement de base, qui soit l'équivalent d'un montant égal ou supérieur au seuil de pauvreté. Tout le monde doit être au-dessus du seuil de pauvreté. Et donc, ce principe est un principe d'universalité. C'est un système, c'est tout à fait différent d'un système d'assistance qui, lui, est basé sur des interventions multiples et répétées des administrations invasives, intrusives, qui touchent à la vie privée de nos concitoyens. Au contraire, on doit faire en sorte d'alléger la bureaucratie et de faire en sorte d'utiliser des deniers publics pour la solidarité que nous voulons pour tous. Et donc, cette allocation de remplacement de base doit aussi réaffirmer la valeur travail, évidemment, et donc le fait de travailler doit toujours générer une rémunération nette qui soit supérieure toujours de l'ordre de 20 à 30% minimum à l'allocation de remplacement de base. Et donc, ce n'est pas une forme d'assistanat, en quelque sorte, cette allocation que vous prenez? C'est une mesure qui génère davantage de liberté que de dépendance. Et les personnes qui s'adressent évidemment à des personnes qui ne gagnent pas des montants de l'ordre du seuil de pauvreté. Et elles permettent aussi un accompagnement des personnes pour trouver du travail. Et donc, nous devons à tout prix éviter les pièges à l'emploi. Les pièges à l'emploi qui sont constitués par un cumul de diverses allocations, réductions tarifaires, aides diversifiées dans toute une série de domaines, et qui font que finalement, le revenu de l'assistance devient supérieur au revenu du travail. Et nous, au contraire, nous voulons que toujours le revenu du travail soit supérieur au revenu de l'assistance. Et dans ce cas, l'État protecteur devient aussi un État émancipateur, créateur de liberté, créateur de capacité pour chacun. C'est ça l'enjeu de cette allocation de remplacement. Aujourd'hui, les différentes catégories de statut ne donnent pas accès, ne bénéficient pas des mêmes droits. Alors l'objectif ici est que tout le monde soit évidemment traité sur le même pied d'égalité. L'objectif est d'unifier l'ensemble des statuts et pour permettre à tout le monde une ouverture aux mêmes droits sociaux. Alors, est-ce que cette harmonisation ne se ferait pas non plus au détriment des droits acquis par les uns pour les autres? Non, il n'est évidemment pas question de revenir sur les droits acquis et les années prestées, évidemment. L'harmonisation des statuts permettrait par contre aux fonctionnaires de pouvoir accéder aux retraites du second pilier ou à toute une série d'avantages extra-légaux auxquels ils ne peuvent pas accéder aujourd'hui. Ça permettrait aussi à un indépendant, par exemple, de pouvoir bénéficier d'une allocation de chômage ou du revenu universel de base. Et l'objectif aussi d'harmoniser les différents régimes et de pouvoir changer de statut plus facilement. On sait qu'aujourd'hui, un fonctionnaire qui veut devenir indépendant est fortement pénalisé, notamment dans le calcul de sa pension, par exemple. Alors c'est évidemment un travail colossal et toutes les implications doivent être analysées en profondeur. Alors, Daniel, vous allez nous parler d'une baisse de la fiscalité pour ceux qui travaillent, épargnent, investissent et une révision des barèmes fiscaux. Alors oui, vous le savez, nous
nous payons en Belgique énormément d'impôts, plus que dans les autres pays qui nous entourent, puisque très vite, pour un revenu de 3 500 € brut, on est déjà taxé à 50% et même plus de 50% sur le compte des additionnels communaux, alors qu'en France, par exemple, ou en Allemagne, ce barème de 50% n'existe pas. Le barème maximum est de 45%, et encore, il ne s'applique qu'à partir de 23 000 € par mois en Allemagne, et à partir de 13 000 € par mois en France. Et donc on est tout à fait en Belgique dans une rage taxatoire, pour reprendre la locution célèbre de Jean Gaulle, et le maire entend favoriser ceux qui travaillent, ceux qui épargnent, ceux qui investissent. Et donc nous avons 3 mesures très claires en matière de fiscalité. Supprimer la tranche de 50%, très clairement. Aucun revenu, quelle que soit sa nature, ne peut être taxé à plus de 50%, c'est la notion du bouclier fiscal. Et nous voulons revoir les barèmes fiscaux, d'abord les indexer de manière automatique, 2 fois par an, et puis en faire un système très simple, avec 3 taux, 25% au départ pour des revenus jusqu'à 50 000 €, 30% entre 50 000 et 75 000, et seulement 45% au-delà de 75 000, ce qui fait qu'on incite les gens à réellement travailler et à bénéficier du fruit de leur travail. Anne, on termine avec une dernière proposition. Pour le maire, c'est important de protéger et de garantir les droits des contribuables. Oui, tout à fait. On sait que les dernières années, les pouvoirs de l'administration fiscale ont été renforcés, notamment au niveau de la saisie des documents. Les délais d'investigation ont également été prolongés jusqu'à 10 ans. Et donc notre volonté, c'est de pouvoir protéger les droits des contribuables. Alors il y a le droit d'avoir un accès direct avec son contrôleur fiscal, il y a toute la problématique du renforcement de l'inviolabilité du domicile ou encore le droit d'accès aux documents. On termine en fait, nous avons encore une dernière fiche, je n'avais pas vu, c'est vrai qu'il y en a 6 sur ce panel, avec vous Daniel, et l'importance que chacun garde son rôle entre les politiques et les partenaires sociaux. Oui, alors on va peut-être revoir le rôle un peu confus des organisations syndicales dans notre pays, puisque les syndicats reçoivent beaucoup d'argent public pour payer des allocations de chômage. Normalement, ils sont là pour tout stimuler l'emploi. Et donc, ils reçoivent aussi de l'argent pour les coûts administratifs, pour remplir cette mission de paiement des allocations. Et donc, nous pensons qu'il faudrait sans doute transférer ces sommes à la CAPAC, c'est-à-dire à une organisation indépendante des partis politiques, prévoir aussi peut-être plus d'accès direct et digital aujourd'hui au service de l'État pour l'ensemble des citoyens. On peut aussi revoir le rôle des mutuelles dans cette optique-là. Et les syndicats participent aussi à une série en tant que gestionnaire, une série d'institutions publiques dans le secteur de l'emploi, de la formation, des pensions, cette gestion paritaire entre les organisations patronales et syndicales parfois, désinvestissent un peu le politique. Est-ce bien normal? Il y a par là une confusion des rôles, surtout quand on voit que par exemple, ce sont les syndicats qui gèrent la CAPAC, qui est un organisme concurrent des syndicats eux-mêmes, pour notamment la gestion des allocations de chômage. Il y a là une confusion des rôles dont il faut sortir aujourd'hui, me semble-t-il. Merci à la merci à voter. Nous allons donc reprendre l'ensemble des propositions avec cette première question en lien avec la limitation des allocations de chômage dans le temps. Faut-il, pour les personnes âgées de moins de 55 ans, limiter les allocations de chômage dans le temps et conditionner leur versement ainsi que celui du RSI après 2 ans à une formation dans un métier en pénurie ou à une forme de travail au bénéfice de la communauté afin de maintenir leur employabilité? 1, oui, 2, non. Et les résultats s'affichent à l'écran. Le oui l'emporte à 91%. Le 17e vote, faut-il remplacer la multitude d'allocations sociales actuelles par une allocation de remplacement de base et un plafond du cumul des aides pour nos concitoyens qui sont dans le besoin?
ainsi qu'instaurer un revenu exonéré d'impôts plus important qui permette de revaloriser adéquatement ceux qui travaillent. Vous avez 20 secondes pour voter. Oui, 1, 2, non, 3, abstention. La réponse en image. Le oui l'emporte à 85%. On continue avec notre nouvelle question. Indépendants, fonctionnaires et salariés, doit-on se diriger vers une harmonisation des régimes menant à un statut unique, celui de travailleur? Oui, 1, 2, non, 3, abstention. Vous avez 20 secondes pour voter. Sur l'harmonisation des régimes, la réponse, c'est à nouveau un oui, à 83%. On continue avec le 19e vote de cette matinée. Êtes-vous d'accord de supprimer la tranche de taxation de 50% sur le revenu du travail, d'instaurer un bouclier fiscal de maximum 50% de taxation sur toute forme de revenu, et au sein des revenus sur chaque tranche de ceux-ci, et de revoir les barèmes fiscaux à la baisse avec l'indexation 2 fois par an pour les ramener dans la moyenne des pays voisins. 1, oui, 2, non, 3, abstention. C'est parti pour le vote. Sen de bas. Vergiler düşüyor. 1. Le oui l'emporte à nouveau à 90%. Sen bas. Avant d'aller au vote sur la protection et la garantie des droits des contribuables, êtes-vous d'accord de renforcer les droits des contribuables face à l'administration fiscale en adoptant une charte du contribuable dont une violation par l'administration fiscale serait sanctionnée? Vous connaissez les 3 possibilités de réponse. Vous avez 20 secondes pour voter. Les résultats s'affichent et nous passons à la dernière question. Yes. Il n'y a pas de nom. Allez, donc cette matinée de Jolie 30 de vote avec cette dernière question. Faut-il mettre un terme à l'implication des organisations patronales et syndicales dans la gestion des institutions publiques, dont le paiement des allocations de chômage par les syndicats? 1, oui, 2, non, 3, abstention. Vous avez 20 secondes. C'est votre dernier vote qui sera. Et les résultats s'affichent à l'écran dans 30 secondes. Les voici. Le oui l'emporte à 82%. Merci à toutes et à tous d'avoir voté sur l'ensemble des 21 propositions. Je voulais donc de mettre à jour ce programme du parti. On votera dans quelques instants au pitié du président pour le vote ultime pour l'intégration de ces mesures à notre programme. Mais avant d'accueillir notre président, je vous propose de revenir en image sur ce qu'a été en cette année, en 2021, Belgium 2030. Belgium 2030, ce sont près de 20 débats qui se sont déroulés partout. Alors oui, on a dit, tout le monde se prend congrès. Aujourd'hui,
prévenus, nos conseillers de fonds aussi, qui ont fait un travail incroyable sur ces questions. En tant que président, quel est aujourd'hui votre sentiment, quel est votre ressenti ici à cette première étape du processus? Je dirais qu'il y a 3 sentiments. Le premier, c'est que je suis à la fois très heureux, parce que je pense que c'est une belle démonstration de la démocratie au sein de notre parti. Je suis très fier aussi de la capacité de notre formation politique à proposer des idées nouvelles, des choses disruptives, qui ne sont pas nécessairement partagées par les autres, mais que l'on estime être nécessaires pour l'intérêt général. Et je dirais même que je suis un peu ému, parce que derrière tout ça, derrière cette matinée d'à peu près 2 heures, il y a des dizaines et des dizaines d'heures de travail dans le chef de nos élus, mais aussi de nos collaborateurs. Et je voudrais dire un mot pour tous les collaborateurs des groupes parlementaires, des cabinets ministériels, et peut-être un petit mot particulier pour mes collaborateurs, ceux à la présidence du parti. Je peux vous le dire, on a vraiment les meilleurs collaborateurs de la scène politique belge, et c'est grâce à eux, si on réalise tout cela, vous pouvez les applaudir bien fort. Je crois qu'il est temps maintenant de conclure cette matinée avec le vote final, le vote d'approbation générale que vous allez mener. Exact, donc vous avez voté sur 21 propositions. Je dois vous dire que j'ai suivi ça très attentivement et on peut voir que si effectivement elles ont été adoptées, c'est pas tout à fait anormal, puisqu'on partage ce corpus de valeurs, mais elles n'ont pas toutes été adoptées avec les mêmes résultats. Donc, ce qui montre aussi des sensibilités parfois quelque peu différentes, et donc la démocratie et la richesse qui existe au sein de notre mouvement. C'était une promesse de campagne, elle est respectée. Mais maintenant, la question qui va vous être posée, c'est de savoir si vous acceptez d'intégrer ces 21 propositions au programme du mouvement réformateur, si ces propositions peuvent, dès demain matin, être défendues par l'ensemble de nos représentants, quel que soit le niveau de pouvoir. Alors, vous avez tous reçu un petit drapeau sur votre chaise. J'espère que vous ne l'avez pas acheté, parce que sinon, pas l'effet ne va pas fonctionner. Est-ce qu'on l'a dit au début qu'il fallait l'acheter? Non, on l'a pas dit, mais en tout cas, il était présent sur chaque site. Apparemment, il est là. Alors, ça va être très simple. Je vais juste vous demander, pour celles et ceux qui acceptent et qui adhèrent au fait que ces 21 propositions soient intégrées au programme du mouvement réformateur, eh bien, levez et agitez votre drapeau bien haut. Bon, maintenant, Cassel, tu vas compter. Et bon courage. Alors, on va procéder de façon plus simple, c'est demander l'épreuve contraire. Qui est contre? J'ai vu 1 ou 2 qui ont été velléités de provocation. Est-ce qu'il y a des abstentions? Un drapeau aussi pour abstention. Vous verrez 2, 3, 3. Oui, 3 abstentions. Elles ont toutes été comptées. J'ai l'immense... Non, moi je n'ai pas voté. Ouais, c'est vraiment démocratique. Le président n'influence pas le vote. Et donc, j'ai l'immense plaisir et bonheur de pouvoir vous confirmer que les 21 propositions que nous avons évoquées ce matin sont intégrées au programme du mouvement réformateur. Vous pouvez nous applaudir. Rien ne me détournera, ne nous détournera du fait que la seule légitimité qui compte en politique est celle du peuple. La seule légitimité en politique est celle du suffrage universel. Et donc à ce titre, je vous le dis plus que jamais, en 2030, la Belgique, grâce aux libéraux, sera une terre de liberté, de progrès et de plus de bien-être, plus que jamais. Soyez fiers des Belges et des libéraux.